Le samedi 27 mars 1993, la gendarmerie de Remoulins est prévenue de la disparition inquiétante d'Abdel, âgé de 11 ans. Il était parti voir un copain à lui vers les 15h et il n'est pas revenu à 17h. Dès le départ, je sais que l'affaire va être suivie de très très haut et qu'on n'a pas intérêt à se manquer. Pour nous, Abdel est vivant, on va le retrouver, mais il faut le chercher, il faut mettre les moyens. Très vite, les enquêteurs vont être sur la piste d'un homme bien connu de la justice en Belgique. Il est belge et son CV criminel est long comme le bras. C'était un escroc mythomane notoire. Et puis aussi, il y a 5 faits d'attentat à la pudeur. C'est une personne extrêmement dangereuse. C'est un prédateur sexuel comme je n'en ai jamais connu. On a son nom maintenant, il faut le retrouver. Nuit et jour, les enquêteurs de la gendarmerie de Remoulins vont travailler sans relâche en multipliant les investigations. C'est vraiment un dispositif d'urgence qu'on met en place. Il y a une forte montée d'adrénaline. Pour élucider la disparition d'Abdel Ghissi, les enquêteurs vont se lancer dans une véritable course contre la montre. Samedi 27 mars 1993, brigade de gendarmerie de Remoulins dans le Gard. Il est 19h30 lorsque le commandant Jean-Louis Lafitte, qui est de permanence, reçoit un appel. Nous sommes avertis par le centre opérationnel de la gendarmerie de Nîmes, qui reçoit tous les appels du 17 que le petit Abdel, qui ici n'était pas à son domicile, avait disparu et que ses sœurs avaient entrepris des recherches sans résultat. Abdel Ghissi a 11 ans. C'est le choc pour le commandant Jean-Louis Lafitte. Ce petit garçon, il le connaît bien. Il en fait donc une affaire personnelle. Abdel, nous le connaissons parce qu'une brigade de gendarmerie, ça vit dans son village. Et nous avons à la brigade des enfants qui ont le même âge qu'Abdel. Ils vont à la même école, au même collège. Abdel venait dans la gendarmerie jouer. C'est un enfant vif, enjoué, très ouvert, dynamique. C'est un gamin bien. La priorité des gendarmes est de se rendre immédiatement au domicile de la famille pour en apprendre plus sur les circonstances de sa disparition. La famille Ghissi, elle habite dans l'unique avenue principale du village. C'est un village de moins de 1800 habitants. Et elle habite une petite maison au-dessus d'un bar-restaurant. Le papa est ouvrier, la maman est mère de famille. Elle s'occupe de leurs 6 filles et de leur unique garçon, Abdel. Hanan Ghissi est la grande sœur d'Abdel. Âgée alors de 14 ans, elle est tout de suite entendue par les gendarmes. Il était parti voir un copain à lui vers les 15h. Il était censé revenir de chez son copain. Et il n'est pas revenu à 17h puisqu'il devait revenir pour se déguiser pour aller au carnaval à 18h. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est inquiété. À 17h, on a commencé à chercher partout, aller voir ses copains s'ils n'étaient pas avec lui. Sans attendre, la famille met les gendarmes sur une piste. Et si Abdel se trouvait dans le centre-ville de Remoulins, où un carnaval est organisé le jour même? Ce soir-là, il y a une soirée à la salle des fêtes municipales. À l'occasion du carnaval, les enfants sont costumés, des parents sont costumés. Il ne voulait pas manquer le carnaval puisqu'il avait déjà son déguisement et il voulait absolument y aller. Ça lui tenait à cœur d'y aller au carnaval. Une équipe d'une dizaine de gendarmes part immédiatement sur place. Il est urgent de retrouver l'enfant. Les gendarmes sont allés là-bas, ont questionné les gens. Ils ont même soulevé des masques de certains. Personne n'avait vu Abdel et les recherches à ce moment-là restent vaines. Il est 21h. Cela fait maintenant plus de 4 heures qu'Abdel a disparu. Pour sa famille, l'angoisse est terrible. Tout le monde s'est éparpillé pour aller à la recherche de mon frère. Il avait pas mal de copains, donc il fallait faire tout le tour des copains. Et j'ai un peu demandé à tout le monde si vous ne l'avez pas vu et personne ne l'avait vu. Où se trouve Abdel? Comment expliquer son absence? Est-il en danger? Les gendarmes le savent, le temps leur est compté, car les premières heures d'une enquête sont toujours décisives. Pour la brigade de gendarmerie de Remoulins, le compte à rebours est lancé. Samedi 27 mars 1993, jour 1, première heure d'enquête.
Il est 22 heures. D'importantes recherches sont immédiatement menées dans ce village de 1800 habitants. Les riverains sont interrogés. Déjà, il y a un signalement qui est effectué à l'ensemble des unités du département et on entreprend d'interroger ses camarades pour savoir où est-ce qu'ils avaient l'habitude d'aller, etc. On a émis un certain nombre d'hypothèses qui sont des hypothèses d'école. La fugue, l'accident, l'enlèvement de mineurs, l'acte de malveillance de la famille, puisque on ne doit rien écarter comme hypothèse. Abdel peut avoir fait une farce et s'être perdu. Les enquêteurs ne ferment aucune porte. Ils quadrillent surtout le terrain avec acharnement. Il faudra se rappeler quand même que Abdel, il a 11 ans. Vérifions s'il n'est pas caché dans sa maison. Ça, c'est déjà vu. Le gamin, il se met dans un placard, il pleure et il s'endort dans un garage, un truc comme ça. Des maisons, des garages et des caves se situant dans le centre-ville sont fouillés. Pour les aider dans leurs recherches, les gendarmes demandent également l'assistance d'un chien pisteur. On nous donne un point en disant qu'il allait souvent, avec d'autres amis, faire une cabane vers la rivière, le Gardon, qui traverse Remoulin. Le chien ne tarde pas à flairer la piste d'Abdel. Effectivement, le chien suit une piste à partir de la gare jusqu'au bord du Gardon. Mais soudain, au bord de cette rivière, la piste s'évapore. Évidemment, le maître chien qui connaît son travail fait progresser l'animal, essaye de le relancer, mais sans aucun résultat. L'adjudant Jean-Louis Lafitte a alors un terrible pressentiment. Et si l'adolescent était tombé dans le Gardon? J'en ai fait des frais puisque moi-même, au cours de la recherche, je suis allé dans le Gardon, croyez-moi, un 27 mars. L'eau était froide à ce moment-là. Déjà, nous étendons les recherches sur toute la berge, en amont, en aval. Ça donne rien. On se dit qu'on commence à y penser quand même. S'il est tombé à l'eau, le corps peut être coincé sous les branches. Donc, il faut essayer d'aller voir. Abdel demeure introuvable. Il est plus de 4 heures du matin quand les recherches prennent fin. Elles reprendront à la levée du jour. Ça a été très angoissant la première nuit de ne pas savoir où mon frère était la nuit. Est-ce qu'il dormait? Est-ce qu'il est tombé? Est-ce que ça a été très compliqué de se dire mais c'est pas normal. C'est pas normal qu'il ne rentre pas. Jour 2, 11e heure d'enquête. Dès le petit matin, les gendarmes sont sur le qui-vive. L'adjudant Jean-Louis Lafitte fait tout pour que la mobilisation sur le terrain soit la plus forte possible. Le lendemain matin, j'ai du renfort qui commence à m'arriver, notamment du peloton de surveillance et d'intervention de la compagnie de Bagnols-sur-Cèze et des unités limitrophes qui viennent m'épauler. Donc on se retrouve à une vingtaine. L'hélicoptère est également parti sur le Gardon. Plus que jamais, les gendarmes espèrent un dénouement heureux. Pour nous, Abdel est vivant. On va le retrouver, mais il faut le chercher, il faut mettre les moyens. Il y a quand même l'idée que ça peut être une fugue. Le problème, c'est qu'au bout de 2 jours, la fugue, ça devient moins évident et qu'on commence effectivement à penser à une disparition inquiétante. En parallèle des recherches, l'adjudant tient à tenir informée la famille d'Abdel de l'évolution de la situation. Les gendarmes faisaient la liaison entre notre famille et les enquêteurs. Il faut tenir les parents informés, les solliciter sans arrêt à partir de nos réflexions pour voir si vraiment on va dans la bonne direction et est-ce que quelque chose ne leur serait pas revenu. Pendant 3 jours, nuit et jour, les gendarmes de la brigade de Remoulin maintiennent d'intenses recherches pour retrouver Abdel. En vain, une situation pour le moins éprouvante pour ces gendarmes aguerris. Parce qu'au départ, effectivement, on n'a absolument rien. Et ça va durer plusieurs jours où l'enquête piétine. Nous n'avons pas de traces de disparition d'Abdel. C'est compliqué à vivre parce que nous avons, en plus là, dans ce type d'affaires, nous avons des enfants et nous savons que ça peut très bien nous arriver. Et on est en quelque sorte impuissant malgré tous les moyens que l'on déploie.
Les gendarmes ne le savent pas encore, mais l'enquête s'apprête à connaître un nouveau souffle. Mercredi 31 mars 1993, jour 4, 84e heure d'enquête. Alors qu'Abdel s'est volatilisé depuis 4 jours, une information judiciaire est ouverte pour disparition inquiétante. C'est désormais la section de recherche de Nîmes qui se chargera des investigations. Le directeur général de la gendarmerie a choisi personnellement le chef d'escadron, Thierry Viry, pour diriger l'enquête. Donc dès le départ, je sais que l'affaire va être suivie de très très haut et qu'on n'a pas intérêt à se manquer. D'entrée, je décide d'installer un poste de commandement à Remoulins, sur place. C'est beaucoup plus simple pour être en prise directe avec la famille, avec l'entourage. Je fais installer un poste radio Saphir qui notamment permet de recevoir tous les événements de police judiciaire de la région. La pression est immense pour ces enquêteurs qui veulent à tout prix éviter un fiasco judiciaire. Tout gendarme a en tête l'affaire Grégory. Donc personne ne veut que ça se reproduise. Le fiasco de l'affaire Grégory, ce petit garçon retrouvé pieds et poings liés dans la Vologne en 84, il est dans tous les esprits. L'enquête des gendarmes à l'époque a été beaucoup critiquée. On leur a reproché de ne pas avoir suivi certaines pistes. Et ça, clairement, Thierry Viry le sait. Il a cette affaire en tête et la pression qui va avec. Avant toute chose, Thierry Viry exige que la famille d'Abdel soit placée sur écoute. On met en place un certain nombre d'écoutes téléphoniques. Bien évidemment, les parents, les proches, pour différentes raisons. Si effectivement il y a une demande de rançon, on pourra éventuellement la voir sur les écoutes téléphoniques. Ou si on a des conversations plus ou moins équivoques de la part de la famille ou de la part d'autres personnes. Et évidemment, on ne peut pas dire à la famille, on vous a mis sur écoute. Sinon, ça ne sert à rien. Où est Abdel? Est-il seulement encore en vie? Il y a urgence à trouver un indice pour remonter jusqu'à lui. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais l'enquête va brusquement s'accélérer. Jour 5, 106e heure d'enquête. Il est 7 heures au poste de commandement installé par la SR de Nîmes. Cela fait désormais 5 jours qu'Abdel a disparu. Dans l'esprit des enquêteurs, l'hypothèse criminelle s'impose désormais. Au fur et à mesure du temps qui passe, l'hypothèse privilégiée, effectivement, devient l'enlèvement. Même si il n'y a aucune manifestation de cet enlèvement, pas de demande de rançon. Alors les enquêteurs ont désormais la certitude qu'Abdel a été enlevé. Trop de jours se sont écoulés. Le petit Abdel, il a été victime d'un prédateur et il faut le retrouver. L'emploi du temps de l'adolescent est au cœur des investigations. La brigade a quand même effectué une enquête de voisinage assez approfondie, qui a d'ailleurs donné quelques éléments de départ. Ce samedi 27 mars, Abdel aurait quitté l'appartement familial vers 15h. Avant de partir, il avait une pomme. Il a dit un petit coucou à maman comme ça. Ma mère, elle est restée bouche bée parce que c'était la première fois qu'il lui faisait comme ça, au revoir. Quand il lui disait au revoir, je te reverrai plus, et c'est exactement ce qui s'est passé. Et puis le pire, c'est qu'il ne la lâchait pas du regard. Quand elle l'avait autorisé à aller chez son copain, il ne la lâchait pas du regard et il faisait comme ça. Voilà, il lui avait dit au revoir. S'agissant du jeune Abdel, il a été vu avec un ami à 15h30. Plus tard, vers 15h45, un témoin a pu dire qu'il s'était rendu dans une boulangerie et quelques minutes après, on l'a encore vu dans une rue. Abdel se serait ensuite rendu avec son ami sur le parking de ce supermarché de Remoulins. C'est vraiment la dernière fois que des témoins auront aperçu Abdel en vie. Qu'est-il arrivé à Abdel ensuite? Est-ce ici, à la vue de tous, qu'il a été enlevé? Pour les gendarmes, la pression est immense, d'autant plus que la presse s'empare du sujet. Je subis une forte pression médiatique. Tous les soirs, je fais un point presse
Il y a les médias télévisés, Midi Libre qui est là. Thierry Viry en est conscient. Il y a urgence à obtenir un indice qui pourrait conduire à Abdel. Pour cela, le gendarme a un plan. J'imagine d'étendre géographiquement les recherches, à peu près une vingtaine de kilomètres autour de Remoulins, et non plus se poser des questions sur l'enfant en lui-même, mais demander aux gens si ce jour-là, le jour de la disparition, ils n'ont pas remarqué ou été témoins de quelque chose d'inhabituel. C'est comme ça qu'on a vu apparaître ce que moi j'ai appelé des clignotants. Donc c'est un commerçant qui nous dit que ce jour-là, oui, il a eu un chèque sans provision. Une autre personne qui dit, ah oui, tiens, ce jour-là, il y a eu un accident sur la route. Ou un hôtelier qui nous dit que ce jour-là, oui, il a un client qui est parti sans payer sa note d'hôtel. Voilà, on a comme ça un certain nombre de clignotants qui se sont allumés. Des faits anormaux, sans forcément en rapport avec la disparition de l'enfant. Samedi 3 avril 1993, jour 8, 154e heure d'enquête. Il est 7 heures du matin au poste de commandement quand une information essentielle est transmise. Dans l'Aude, à Coursan, à 150 km de Remoulins, 2 jeunes hommes viennent de porter plainte pour viol. Ça attire mon attention parce que Abdel n'est pas encore un adolescent, mais c'est un pré-adolescent. Voilà. Et on a 2 adolescents qui ont été violés dans l'Aude. Au moment où Thierry Viry reçoit cette information, les 2 adolescents, Marc et Étienne, sont encore entendus dans les locaux de la gendarmerie de Coursan. Au moment des faits, Marc a 15 ans. C'est la première fois qu'il accepte de revenir sur ce qu'il a vécu cette nuit-là. Avec mon ami Étienne, ce samedi 3 avril, on décide de sortir en boîte de nuit. Lui et moi, afin qu'on puisse passer une soirée ensemble. On décide de repartir de la discothèque par notre propre moyen, c'est-à-dire en autostop. Premier automobiliste, la personne nous prend en stop. Et là, on était contents. On va vite rentrer à la maison. Quand je suis rentré dans le véhicule, j'ai constaté une personne très bien habillée, de confiance, qui peut conduire, qui n'a pas bu. Mais brusquement, l'automobiliste change d'attitude. Il commence à s'arrêter et à faire demi-tour et continuer son chemin, mais à l'opposé de notre direction. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi prendre ces chemins-là? Aucune habitation dans ces environs. J'ai commencé à stresser. Au moment que le véhicule s'arrête, la personne sort du véhicule et là, tout va très vite. Il m'empêche de sortir, me met en joue avec un fusil et demande à mon ami Étienne de sortir du véhicule. Et là, toutes les questions se posent. Que va-t-il se passer? C'est très compliqué. Arrivé à un moment, j'entends la porte s'ouvrir à l'arrière droit, là où je me trouvais. Et là, je vois mon ami, Étienne, dévêtu. Cette personne qui nous a pris en autostop était dévêtue. On m'a demandé de me déshabiller. Et là, j'ai peur pour notre vie. Lorsqu'il a fini ses actes avec mon ami Étienne, il m'a violé. Après avoir été tous 2 abusés, les adolescents parviennent à convaincre l'homme de les déposer à Coursan, situé à quelques kilomètres. Ils ont choisi ce village parce qu'ils savaient qu'il y avait une gendarmerie. On a refermé la porte et le monsieur est reparti en direction de Béziers. La première chose que j'ai fait, c'est regarder la voiture. C'était une Opel Astra de couleur bleue, immatriculée en Belgique, plaque rouge et blanche. D'ailleurs, lui, il a un fort accent.
Marc et Étienne donnent un ultime détail capital aux gendarmes, un portrait robot de leur agresseur. On arrivait à faire un portrait robot et une personne ronde, tel peu de cheveux, etc. Je reçois par fax, qui a été mis en place dans le poste de commandement, je reçois par fax le portrait robot. Alors, ce n'est pas le portrait robot original, mais ça ressemblait quand même à quelque chose comme ça. Cet homme au fort accent belge peut-il avoir un lien avec l'enlèvement d'Abdel? Les gendarmes décident de creuser cette piste en présentant le portrait robot aux différents témoins du dossier d'Abdel. C'est l'auberge à Tresque, où on a le patron de l'auberge qui nous dit « mais c'est celui qui m'a fait la grivellerie d'hôtel ». Il est formel, il dit qu'effectivement c'est la même tête, c'est les mêmes cheveux, c'est les mêmes joues, c'est la même chose. Ah, ça nous intéresse, parce que ce portrait robot, qui est celui d'un homme qui a commis un double viol dans l'Aude, on le retrouve pas très loin de Remoulins. Tresque, ça se situe à 21 km au nord de Remoulins. Selon l'hôtelier, l'homme qui a quitté son établissement sans payer conduisait une Opel Astra bleue, exactement comme celle de l'agresseur de Marc et Étienne. L'information de l'Opel Astra est très importante parce que dans l'audition du responsable de l'hôtel, il nous cite une Opel Astra qui est citée aussi par les deux victimes du viol. Donc vous voyez, bon, tout ça, ce sont des éléments qui se recoupent et où après on arrive à avoir la certitude qu'on a affaire à un seul et même individu. C'est là que se fait le premier rapprochement entre l'enquête sur les deux adolescents agressés sexuellement et le fait que lui a été dupé par un client. Toutes les pièces du puzzle commencent à s'imbriquer dans la tête des enquêteurs. Plus que jamais, le chef d'escadron Thierry Viry est convaincu d'être sur la bonne piste. Au départ de l'enquête, il n'y a pas de lien évident entre le double viol de Gruissant et l'enlèvement. C'est juste, voilà, un sentiment. Et puis le fait que, vraiment, l'enquête piétine. Nous n'avons rien, aucun élément matériel, aucun signe de l'enfant. Alors, voilà, c'est le flair de l'enquêteur, c'est-à-dire qui nous amène sur cette piste. Jour 8, 169e heure d'enquête. Les gendarmes se lancent à corps perdu sur la piste de l'homme à l'accent belge. Grâce à la plaque d'immatriculation du véhicule, ils parviennent à donner un nom au portrait robot. L'agresseur de Marc et Étienne s'appelle Willy Van Coppernoll. Cet homme, originaire de Belgique, est âgé de 50 ans. Et il est bien connu de la justice belge. Willy Van Coppernoll a un parcours criminel édifiant. Il a commencé à être condamné dès l'âge de 18 ans. En Belgique, il a eu au total 34 condamnations. L'essentiel, c'est vrai, ça concerne surtout des vols, des abus de confiance, des défauts d'assurance. Il est belge et son CV criminel est long comme le bras. C'était un escroc mythomane notoire. Et puis aussi, il y a 5 faits d'attentat à la pudeur et de rapt de mineurs pour lesquels il est aussi condamné entre 66 et 84 en Belgique. On a son nom maintenant, c'est Van Coppernoll. Il faut le retrouver. Le portrait de Willy Van Coppernoll est diffusé dans toute la France. C'est le service technique de rapprochement judiciaire de Rosny-sous-Bois qui se charge de cette diffusion. Et ça va durer quand même plusieurs jours, presque plusieurs semaines, puisque l'auteur, enfin la personne qui est recherchée, elle nous est signalée. Mais elle nous est signalée toujours avec du retard. Pendant plusieurs jours, les gendarmes vont être sur la trace de leur principal suspect belge. Mais à chaque fois, l'homme leur échappe. Les gendarmes ont toujours une longueur de retard sur Willy Van Coppernoll. Une fois qu'ils ont identifié la voiture, donc cette Opel Astra bleue, ils la tracent à travers la France, mais à chaque fois ils arrivent un petit peu trop tard. Donc la voiture, elle est vue à Paris, à Amiens. On a une grivellerie d'essence à Montélimar, une autre grivellerie d'hôtel
un petit peu plus haut dans le couloir rhodanien. Et comme ça, on arrive à remonter un petit peu son itinéraire, mais c'est une chasse à l'homme et on a toujours pratiquement 24 heures de retard sur lui. Mais dans quelques jours, cet incroyable traque va finir par payer. Dimanche 18 avril 1993, jour 23, 512e heure d'enquête. Il est 5 heures du matin lorsque le téléphone de Thierry Viry sonne en pleine nuit. À l'autre bout du fil, la brigade de gendarmerie d'Estrée-Saint-Denis dans l'Oise. L'Opel Astra bleu du Belge vient d'être localisé. Je dis au commandant de brigade d'Estrée-Saint-Denis, écoute, vous n'intervenez pas pour l'instant, vous surveillez effectivement la voiture et la caravane que vous avez repérée. S'il sort de la caravane, vous l'interpellez et on fait au mieux pour arriver le plus rapidement possible sur place, parce que le début de la garde à vue commencera à partir du moment où il est interpellé, donc à la sortie de la caravane, s'il est dans la caravane. C'est vraiment un dispositif d'urgence qu'on met en place. J'ai 2 enquêteurs avec moi et on part à 3 premières voitures qui s'en vont, mais je demande à ce qu'il y ait 2 autres équipes qui nous suivent, pour que j'ai un nombre suffisant d'enquêteurs pour pouvoir tenir les 24 heures, plus 24 heures de garde à vue. Une forte montée d'adrénaline. On est à plus de 800 km de l'endroit où le véhicule est découvert. Je suis surtout soucieux d'arriver le plus rapidement possible sur place pour ne pas perdre une minute de garde à vue. Donc oui, on est un petit peu excité à l'idée qu'on va peut-être mettre la main sur Van Coppernoll, mais on part en véhicule en direction du nord, hein, sans savoir si Van Coppernoll est effectivement sur place. Plus de 8 heures de route séparent Remoulins d'Estrée-Saint-Denis, à côté de Compiègne. À l'époque, on n'a pas de téléphone mobile, donc moi je ne sais pas, quand je suis sur la route, je ne sais pas où on en est. Et donc il y a un moment, j'apprends comme ça que sur les coups de 10 heures du matin, il est interpellé par la brigade d'Estrée-Saint-Denis et conduit à la brigade sans aucune résistance. Il est près de 14 heures lorsque l'équipe menée par Thierry Viry arrive sur place. La garde à vue du suspect belge a déjà commencé. Donc on va dire qu'on a déjà perdu 4 heures de garde à vue. Interpellé à 10 heures, ça commence à 10 heures. L'enjeu d'une garde à vue, c'est de parvenir à faire éclater la vérité assez tôt après l'arrestation. Là, le but des enquêteurs, là, c'est de percer à jour les secrets de Willy Van Coppernoll et de le confondre pour voir s'il est effectivement le responsable de la disparition. Bon, on commence immédiatement les auditions avec le binôme que j'ai, mais on sait qu'on va devoir partager notre temps de garde à vue avec les enquêteurs qui travaillent sur le double viol de l'Aude. Ce qui sera fait en bonne intelligence. Jour 23, 521e heure d'enquête. Il est 14h30 quand Thierry Viry peut enfin interroger le suspect belge. Au départ, je prends la garde à vue. Je suis le directeur d'enquête. Mais très franchement, ce sont principalement les enquêteurs que j'ai avec moi qui dirigent les auditions. Je dois prendre du recul pour, au fur et à mesure que j'obtiens des éléments dans les auditions, je puisse éventuellement réorienter d'autres recherches ou réorienter les auditions. Les gendarmes parlent immédiatement à Willy Van Coppernoll de la disparition d'Abdel, à plus de 800 km de là. Lui, l'enfant, on dit d'entrée qu'il ne sait vraiment pas de quoi on lui parle. Il est nu. Il reconnaît qu'il a été à l'hôtel, il reconnaît la grivellerie à l'auberge Saint-Pierre de Tresques, et ça s'arrête là. Le suspect est également auditionné par les gendarmes enquêtant sur l'agression sexuelle de Marc et Étienne. Il reconnaît assez rapidement l'agression sexuelle sur les 2 jeunes autostoppeurs. Il faut dire qu'il y a un portrait robot qui est pour le moins ressemblant et surtout
Les deux victimes, là, sont en vie. Il sait qu'ils l'identifieront tôt ou tard. Mais concernant la disparition d'Abdel, le Belge ne lâche rien. Van Coppernoll le martèle, il n'y est pour rien. Il n'a rien à voir avec la disparition de l'enfant. Et clairement, les premières heures de garde à vue laissent à craindre qu'il n'avouera pas. Et ce petit jeu-là va durer 24 heures. On demande au juge d'instruction à Nîmes une prolongation de garde à vue. On obtient cette prolongation de garde à vue. Non sans mal, parce que nous n'avons aucun élément matériel. Rien. Pas une trace de l'enfant. Jour 24, 537e heure d'enquête. Le temps presse. Il reste moins de 24 heures de garde à vue. Et Willy Van Coppernoll campe toujours sur ses positions. Il nous reste une quinzaine d'heures de garde à vue, où on n'a toujours aucun commencement d'aveu ni de quoi que ce soit. Après 30 heures d'interrogatoire, alors que la fin de la garde à vue se profile, Willy Van Coppernoll craque. Il se met à table et il dit « Pour le petit arabe, c'est moi. Emmenez-moi à Remoulins, je vais vous faire voir quelque chose d'affreux. » Vous m'emmenez à Remoulins, je vous montrerai quelque chose. Après, vous ferez ce que vous avez à faire. C'est quand même intéressant. Il n'y a pas une minute à perdre. Les enquêteurs doivent amener leur suspect belge à Remoulins avant que sa garde à vue ne prenne fin. Passé ce délai, ils ne pourront plus l'entendre dans le cadre de l'enquête sur la disparition d'Abdel. Il faut qu'on redescende à Nîmes. On avait imaginé prendre un avion de la gendarmerie à l'époque. Il y avait encore des Cessna. Mais l'aéroport de Nîmes-Garons était fermé. Donc on ne pouvait pas prendre l'avion et se poser à l'aéroport de Nîmes. On décide de descendre en voiture avec des véhicules rapides. Moi j'étais à Remoulins, disons que nous avons été prévenus en nous disant attention, on descend, on ramène Van Coppernoll. Ce sont des petits détails, mais il n'y a pas beaucoup de place dans ces véhicules. Et on est limité finalement à 4 personnes qui peuvent monter dans ce véhicule. Donc Van Coppernoll, les 2 enquêteurs et moi-même. Et on descend comme ça depuis Compiègne, où on était, jusqu'à Nîmes, mais à une allure folle, pratiquement 200 à l'heure tout le long de l'itinéraire. Avant même l'arrivée de Willy Van Coppernoll sur les lieux, un dispositif est mis en place pour que les recherches soient les plus efficaces possibles. C'est là qu'on nous dit qu'il y a un carré de 5 km qu'il a tracé sur la carte. Donc mon adjoint me dit, tu pars de là, là, il me trace par téléphone le carré, moi j'avais la carte, bon, d'accord. Il faut ramener du monde, quoi, pour fouiller ça, parce que je connais très bien le coin, je sais que c'est quasiment impénétrable, il va falloir y aller. Mardi 20 avril 1993, jour 25, 561e heure d'enquête. Il est 6 h du matin lorsque le convoi amenant le suspect belge arrive à Remoulins. Au moment où Willy Van Coppernoll arrive à Remoulins, il ne reste que quelques heures pour le coincer et pour lui faire avouer la mort d'Abdel et le charger à ce niveau-là. Mais alors qu'il reste moins de 3 heures de garde à vue, Willy Van Coppernoll change brusquement d'attitude. Il ne parlera qu'à certaines conditions. Bon, je voudrais prendre une douche. J'aimerais bien un café. On lui fait prendre une douche, d'ailleurs au PC ou à Remoulins. On lui sert un café. Puis maintenant, il faut nous montrer là. Et ce n'est qu'une fois ses caprices exaucés qu'il accepte finalement de coopérer. On repart en voiture et il nous emmène à 5-6 km de Remoulins, dans la garrigue, sur une colline, sur des coteaux. Donc, sur un plateau, c'est un enchevêtrement de chemins. Et là, il tourne. Il cherche. Mais... Les indications du suspect belge restent inefficaces pour retrouver quoi que ce soit. Peu après 8 h du matin, la garde à vue de Willy Van Coppernoll prend fin. Bien sûr, les gendarmes voudraient continuer à chercher le corps de l'enfant en présence de Willy Van Coppernoll, mais ils sont obligés d'arrêter
Pour une raison très simple, c'est que la garde à vue prend fin, c'est la loi. Il faut qu'il soit déféré devant le juge. Ce qui ne signifie pas pour autant que les gendarmes interrompent les recherches. Ils continuent sur le terrain à chercher le corps de l'enfant. Nous avons organisé une chaîne où on mettait 10 militaires, un gendarme. 10 militaires, un gendarme. Et on avait chacun un circuit. Et nous avions l'équipe avec des techniciens en identification criminelle en disant si vous trouvez quelque chose, vous dites stop, vous arrêtez la ligne, vous dites stop, on vient voir, vous continuez. Et il y a un légionnaire, il y avait un arbuste là, il est monté dessus, il a sauté derrière, et quand il est tombé sur le tas de cailloux, il y a un caillou qui a roulé, et il a vu quelque chose de rouge dessous. Comme on lui a dit, stop, il a crié, stop sur la ligne, on est allé voir, bingo, c'était ça. Il retrouve le corps dénudé du jeune garçon, le corps sans vie. À côté du corps, il y a une pile de vêtements qui appartiennent à l'enfant. Le directeur d'enquête est immédiatement informé de la terrible découverte. On est devant le juge d'instruction. Et là, donc on a une information, parce qu'ils ont des moyens radio et autres, comme quoi ils ont retrouvé le corps. Alors le juge demande à ce qu'on retourne sur place. C'est un hélicoptère qui transporte donc le juge, Van Copernol. Nous on y retourne en véhicule. Le corps d'Abdel est alors présenté à son bourreau. Van Copernol est pratiquement muet. Muet, mais il n'y a pas de sentiment chez lui. On ne voit rien. Voilà. Il se contente de mordiller ses lèvres, comme il le fait pratiquement tout le temps. La famille de la petite victime est immédiatement prévenue par les gendarmes de la découverte de son corps. Je peux vous dire que j'ai gardé encore l'image très choquante et très violente de mon père qui arrivait en montant les escaliers, qui pleurait toutes les larmes de son corps et qui disait « on l'a trouvé, il est mort ». Là, j'étais effondrée, il y avait des pleurs partout, c'était insoutenable. C'était pas possible d'identifier le corps, mais il fallait identifier les habits de mon frère. Et mon père les a reconnus. Et là, je peux vous dire que mon père, waouh, je n'ai jamais vu mon père pleurer autant. Ça a été un désastre. C'est très violent, très très violent. Pour Jean-Louis Lafitte, présent sur les recherches dès le jour de la disparition d'Abdel, ne pas retrouver l'adolescent vivant est une terrible déception. Dès le début, moi j'avais dit aux parents, on va le retrouver. Et il me tenait à cœur de le retrouver. On a toujours gardé espoir de le retrouver un jour ou l'autre, mais on n'a jamais imaginé qu'il allait disparaître et être assassiné. Maintenant, c'est vrai que c'est un gâchis énorme. On enlève la vie d'un enfant de 11 ans, pourquoi? Pour un salopard comme ça? Mardi 20 avril 1993, jour 25, 562e heure d'enquête. À 17h, l'autopsie d'Abdel a lieu. Face au mutisme de Willy Van Copernol, les enquêteurs espèrent que l'examen leur apportera les réponses à leurs questions. Selon le légiste, Abdel est mort à la suite de nombreux coups de pierre sur le crâne. Malheureusement, cette autopsie n'a rien apporté de plus à l'enquête. On aurait aimé que le légiste soit formel sur le viol ou non. Mais il ne l'est pas plus dans un sens comme dans l'autre. Il ne peut pas dire s'il y a eu viol. 25 jours et 17 heures auront été nécessaires aux gendarmes pour retrouver et neutraliser le meurtrier d'Abdel. Devant le juge d'instruction, Van Copernol va donner quelques éléments. Mais il se défend d'abord d'avoir violé l'enfant. Lui, non, il n'a pas violé l'enfant. Et il dit que c'est l'enfant qui l'a approché, il lui a demandé de l'argent, je sais pas quoi, il voulait s'acheter des baskets, quelque chose comme ça.
Donc en fait, il met tout sur le dos de l'enfant. Mais le plus important, c'est que c'est lui qui nous a amenés à l'endroit de découverte du corps. Ça ne peut être que lui qui a enlevé et assassiné l'enfant. À mon avis, les choses se sont passées très très rapidement. Il a enlevé l'enfant, il l'a emmené tout de suite dans la garrigue. Violé, on ne le sait pas, l'autopsie ne pourra pas le déterminer. L'interpellation de Willy Van Coppernoll a permis à Marc de trouver la force de se reconstruire. La peur est quand même redescendue. Je m'étais procuré un fusil à plomb de fête foraine et je dormais avec ça parce que j'avais très peur. On laissait la lumière allumée, les volets toujours verrouillés, la porte vérifiée 1 fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois dans la nuit pour voir si on avait bien fermé. Le moindre bruit était suspect. Et là, on apprend son arrestation, on est enfin sauvé. Willy Van Coppernoll a été arrêté en 1993. Pourtant, aujourd'hui encore, des enquêteurs belges et français restent obsédés par une question. Est-il possible qu'il ait fait d'autres victimes ? Comme on constate dans ce dossier que Willy Van Coppernoll a été condamné dès l'âge de 18 ans, je pense sincèrement qu'il a dû commettre d'autres affaires graves, d'autres infractions très graves de viol ou d'agression sexuelle, peut-être voire de meurtre, mais c'est une évidence dans ce dossier. On connaît le parcours officiel de Willy Van Coppernoll en Belgique. Maintenant, il n'est pas impossible qu'il ait commis d'autres faits de nature criminelle sur le sol belge. Tout ça reste à voir, reste à déterminer, mais c'est sûr qu'il y a des affaires criminelles qui portent le sceau Willy Van Coppernoll. L'enquête concernant le meurtre d'Abdel a profondément marqué les protagonistes du dossier. L'affaire Abdel, sans doute, une des affaires qui m'a le plus marqué dans ma carrière. D'abord parce que c'était un enfant. Ensuite, parce qu'on avait une très très forte pression hiérarchique et médiatique. Voilà. À l'époque, quand même, oui, ça a eu un retentissement national. Et voilà, il ne fallait pas qu'on se loupe. Et puis malgré tout, voilà, elle arrive à terme et on a le bon auteur qui a été condamné à juste titre. J'ai défendu des victimes de viol, mais un dossier de la sorte, je n'en ai pas connu dans ma carrière. Sincèrement, ce dossier, il est hors norme. Hors norme par le personnage, hors norme par le nombre d'infractions, hors norme par les victimes, les préjudices subis. C'est un prédateur sexuel comme je n'en ai jamais connu. En 1995, Willy Van Coppernoll est condamné par la cour d'assises du Gard à la réclusion criminelle à perpétuité. Il est toujours incarcéré à ce jour. En décembre 2022, le pôle Cold Case de Nanterre a ouvert une information judiciaire le concernant afin de déterminer s'il pourrait être lié à des crimes non élucidés.